Ok. Allez, on va reprendre. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Ok. Alors, on reprend donc au bloc de conventionnalité, donc le bloc de supralégalité. Et donc on en était aux traités internationaux ordinaires. Donc, les traités internationaux jouent un rôle croissant parmi les sources du droit. Donc, alors la règle est la même que tout à l'heure. L'application en France d'un traité international donc, est subordonnée à deux conditions. Premièrement, donc, il doit être ratifié par le président de la République. Donc c'est l'article 52 de la Constitution. Ou pour les plus importantes par une loi, donc c'est l'article 53 de la Constitution. D'autre part, le traité doit être appliqué par l'autre signataire, donc c'est ce qu'on appelle la condition de réciprocité, qui est l'article 155 de la Constitution. C'est-à-dire qu'un traité international n'est applicable que parce qu'il est bilatéral, ou multilatéral. Mais en tout cas que les autres signataires du traité l'appliquent. Si un des deux ou des plusieurs États signataires ne l'applique pas, il est donc considéré comme caduc. Ils peuvent, à partir du moment où il n'est pas bilatéral, si un des trois ne l'applique pas et que ça engendre un accord à trois, ça veut dire qu'il y a un des partis qui l'applique pas, donc il n'est pas... Bon, généralement, quand vous ratifiez un traité international, c'est pas pour qu'il soit pas appliqué, vous voyez. Et bon, voilà. Encore une fois, on est dans une dynamique politique internationale très particulière en ce moment. Avec, voilà, un président américain qui est quand même, voilà, qui dans tous les cas, au contraire, s'est désengagé de beaucoup de choses en plus. Et notamment l'accord sur le climat, etc. Donc, les traités internationaux qui remplissent ces deux conditions sont directement applicables et peuvent être invoqués devant les tribunaux français. D'accord ? À partir du moment, bien sûr, où ils sont constitutionnels. Ensuite, comme autre institution dans le bloc de supralégalité, on a la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la Convention européenne des droits de l'homme est un traité international adopté par des États européens, au sens très large, puisque la Russie et la Turquie y sont inclus. Bon, ça fait doucement sourire, hein, là... Bon, apparemment, vous regardez pas trop l'actualité, mais bon, il y a quand même un truc qui se passe en Turquie, là, et notamment en Syrie, depuis 2 jours, un peu inquiétant. Et donc voilà. Mais la Turquie, normalement, est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Russie, on va le voir. La Convention européenne. Et il y a des juges, mais... oui, mais on va le voir. Il y a des juges, mais bon, après la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Alors logiquement, c'est censé être contraignant, puisqu'à partir du moment où vous l'avez signé, c'est que vous acceptez que vous puissiez être jugé et condamné, et donc du coup que vous deviez modifier les choses dans votre État. Alors la France, par exemple, est quand même assez souvent... est condamné notamment sur une problématique sociétale dont on a parlé un peu tout à l'heure, par extension, on va dire, qui est la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger.
Actuellement, la France refusait de reconnaître ses enfants, ce qui pose un problème, du coup, et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à ce propos. Et pour l'instant, alors là, il y a eu je crois qu'il y a eu un communiqué ou même une circulaire ministérielle la semaine dernière du ministre de la Justice sur ça, en fait. C'est-à-dire qu'en tout cas, normalement, la France est contrainte de respecter la Convention européenne des droits de l'homme, et si la Convention européenne des droits de l'homme condamne la France, il faut modifier ce qui ne va pas dans le pays. D'accord ? Après, bon, je sais pas si vous l'avez vu aussi au niveau... il y a une autre affaire un peu de société là, qui s'est terminée enfin il y a quelques mois, qui était très complexe, hein, qui était un cas particulier, puisque n'importe qui peut saisir la Commission européenne des droits de l'homme. Hein. Quoi, n'importe qui, à condition d'avoir épuisé toutes les voies de recours en France, dans son pays. Mais c'est l'affaire Vincent Lambert. D'accord ? Où 2 fois la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas de raison de s'opposer à l'arrêt de soins. Et malgré tout, ça a duré des années encore après, en fait. Donc, pour en revenir, donc dans le cadre... donc la Convention européenne des droits de l'homme qui est adoptée par donc, des États européens dans le cadre d'une organisation internationale spécifique qui s'appelle le Conseil de l'Europe et qui est une organisation séparée de l'Union européenne. C'est encore 2 choses différentes. Le Conseil de l'Europe, il a été créé en 1950. Le texte reprend les principaux droits de l'homme garantis par les textes précédents, droit à la vie privée, liberté d'expression, etc., et impose aux États de respecter ces droits. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est sur ça. Elle siège donc à Strasbourg et se compose d'autant de juges qu'il y a de signataires de la Convention. Donc un juge par pays signataire, tous élus pour 9 ans. Elle peut être saisie par requête étatique ou individuelle, c'est ce qu'on disait. D'accord ? Un État peut saisir la Commission européenne des droits de l'homme contre notre État ou un individu ressortissant peut saisir la Commission européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'ont fait les parents de Vincent Lambert, puisque eux refusaient l'arrêt de soins pour des raisons religieuses, et du coup ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'ils avaient épuisé toutes les voies de recours en France. Alors si on n'a pas vu exactement encore comment c'est l'organisation de la justice en France, hein, mais en fait c'était plus complexe que ça, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme 2 fois les a déboutés. Du coup, le tribunal, c'était qui ? Est-ce que c'était le Conseil d'État ? Est-ce que c'était un recours administratif, un recours individuel, ou la Cour de cassation ? Je me souviens pas. Bon, un des deux, qui est les plus hautes juridictions françaises, avait dit OK pour l'arrêt de soins, quoi. En tout cas, ils avaient débouté les parents, donc ça voulait dire que... Et les parents avaient saisi en appel au dernier moment, puisqu'ils avaient commencé depuis 1 jour et demi l'arrêt de soins, avaient saisi la Cour d'appel de Paris, qui avait ordonné l'arrêt de l'arrêt de soins. Ce qui posait un problème, là pour le coup, juridique assez important en France. Ça posait un problème juridique, parce que... Alors en fait, la Cour d'appel, elle... argumenter sa décision parce que les parents de Vincent Lambert avaient saisi un comité Théodule aux États-Unis sur les grands handicapés, et que ce comité avait dit pour qu'on donne une décision, il faut qu'on ait du temps d'étudier le dossier. Or, ce n'est pas un comité qui normalement doit donner un jugement, ou en tout cas l'État, même si la France était signataire, elle n'est pas contrainte là pour le coup par ces décisions, et surtout, restait à savoir si c'était un grand handicapé, ou si c'était quelqu'un en fin de vie qu'on maintenait artificiellement. Voilà, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'hôpital, et surtout l'État, a fait appel de la décision de la Cour d'appel, et est parti en Cour de cassation, et la cassation a cassé définitivement la décision de la Cour d'appel en disant non, la Cour d'appel ne devait pas donner cet avis-là, ou n'avait pas en tout cas les prérogatives pour donner cet avis-là. Et du coup, à partir du lendemain, l'arrêt de soins a repris, mais bon, il s'est passé 15 jours encore, etc. Donc c'était, voilà, ça c'est un exemple type d'une problématique individuelle, mais qui va saisir toutes les voies de recours qui existent dans le pays. Parce que le tribunal administratif a été saisi aussi, enfin bon, on les verra
plus tard, hein, les tribunaux, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est un des exemples. Alors que la Cour européenne des droits de l'homme, qui est normalement considérée comme au-dessus, avait donné son feu vert. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, quand quelqu'un demande une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, cette dernière n'est recevable que si les voies de recours internes ont été épuisées. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec un jugement de première instance, vous ne pouvez pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut partir en appel, en cassation, et après, une fois que vous avez tout épuisé, vous pouvez saisir la Cour européenne des droits de l'homme si votre requête, forcément, a un rapport avec les droits de l'homme. Parce que sinon, c'est pas possible. Si elle n'est pas mal fondée ou abusive, et si le requérant peut se prévaloir d'un préjudice important. Bon, là, en l'occurrence, les parents pouvaient se prévaloir de la mort de leur fils, donc c'est pour ça qu'ils ont eu le droit de déposer une saisine. L'affaire pourra alors être tranchée par la Cour qui pourra constater la violation de la Convention par un État signataire et accorder réparation au requérant. L'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme est plus large qu'une stricte portée juridique. La condamnation d'un État signataire aboutit généralement à une modification de la législation de sa jurisprudence interne destinée à le rendre compatible avec la Convention. Donc, c'est-à-dire, là par exemple, sur le problème des enfants nés par GPA à l'étranger et qui ne sont pas reconnus en France, il y a la nécessité de la France, puisqu'elle a été condamnée, de modifier la loi pour être conforme à l'arrêt qu'a rendu la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, après, la limite, elle est que la Russie et la Turquie en font partie, et que c'est quand même pas les pays où les droits de l'homme sont le mieux respectés. Donc, bien sûr, il y a une limite. Hein. Ensuite, une autre... Alors ça, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a le droit de l'Union européenne. Alors, la ratification du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 est intervenue en France le 14 février 2008 et c'est un traité qui entre en vigueur au 1er décembre 2009. Les communautés européennes cèdent alors la place à l'Union européenne. Hein, avant 2009, on appelait ça la communauté européenne, c'est devenu l'Union européenne parce qu'en plus, elle y a intégré de nouveaux pays. Et l'Union européenne s'est vue donc accorder la personnalité juridique au sein de l'Union européenne. Ce dont on parle beaucoup en ce moment. Parce qu'il y avait, comme il y a eu des élections européennes auxquelles vous avez dû participer en mai dernier, tout est redistribué au niveau de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, etc. Donc, en premier lieu, il y a le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est donc une institution politique de l'Union européenne composée des chefs d'État et de gouvernement des différents pays, qui est donc institutionnalisé par le traité de Lisbonne. Il a pour vocation de donner les impulsions et les orientations nécessaires au développement de la construction européenne. Donc en gros, ça, c'est ce qu'on voit souvent. Il y a eu un Conseil européen en urgence là, après la décision de la Turquie d'attaquer les Kurdes en Syrie. Voilà, c'est en gros tous les chefs d'État ou de gouvernement, puisqu'il y a des pays de l'Union européenne qui n'ont pas le système de président de la République, mais de Premier ministre comme en Angleterre, ou de chancelier comme en Allemagne, et qui ont donc du coup se sont regroupés. Ça, c'est le Conseil européen. Ensuite, il y a le Parlement européen. Le Parlement européen, donc, il est composé des représentants des citoyens de l'Union européenne, et c'est sur ça que vous avez voté aux dernières élections. C'est-à-dire, maintenant, alors ça a rechangé, la dernière élection, c'était des listes nationales. On votait, pour des listes nationales, avant c'était pour des listes régionales, mais en tout cas, c'était pour ça. Ils sont élus au suffrage universel depuis 1979, à un tour d'ailleurs, on n'a voté qu'une fois, et ses compétences n'ont cessé de croître depuis sa création. Ensuite, il y a le Conseil de l'Union européenne. Donc le Conseil de l'Union européenne, c'est un représentant de chaque État membre au niveau ministériel. Donc il y a le Conseil européen, de l'Union européenne des ministres des Finances, le Conseil de l'Union européenne des Affaires étrangères, etc.
donc qui représente les intérêts des États membres. Il y a la Commission européenne. Alors ça, c'est actuellement ce qui pose problème actuellement en Europe. Donc, en gros, c'est composé d'une personnalité par État membre, choisie par le gouvernement de son pays en fonction de sa compétence. Donc, est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine dernière? Non. Donc, en fait, pour la première fois depuis la création de l'Union européenne, le commissaire envoyé par la France a été retoqué. C'est-à-dire qu'ils ont... Parce qu'en fait, la France choisit un commissaire en fonction de ses compétences, et ça doit être après entériné par le Parlement. Le Parlement doit valider cette nomination. Ce qui s'est passé aux dernières élections européennes. Jusqu'à présent, depuis sa création en 1979, ça a toujours été deux énormes partis européens qui se partageaient l'intégralité des pouvoirs. Et il y avait donc ce qu'on appelle le PPE, d'accord, qu'on va résumer sur une droite républicaine européenne, et le Parti démocrate, qui était plutôt voilà, la gauche ou le centre-gauche européen. Et du coup, voilà, celui qui arrivait en tête prenait la présidence de la commission, etc., parce qu'ils étaient que deux. Aux dernières élections, il y a eu percée de plusieurs d'ailleurs partis. Il y a eu les populistes, déjà, qui ont quand même fait une percée. Il y a eu les écolos, qui ont fait une percée, et il y a eu des centristes, qu'on appelle le Parti libéral européen, dont fait partie la majorité présidentielle actuellement, et qui, du coup, ont complètement fait éclater cette espèce de gouvernance à deux partis, et qui a fait que les équilibres sont beaucoup plus instables actuellement pour trouver des gens qui se détachent. Anciennement, c'était toujours donc le parti qui arrivait en tête qui choisissait le président de la Commission européenne, et notre président a refusé de continuer sur ce principe-là, puisque plus aucun parti n'avait la majorité absolue. Donc du coup, le PPE, qui est quand même arrivé en tête, et notamment son président, la Weber, l'ont plutôt mal pris. Finalement, Merkel et Macron ont réussi à faire passer quelqu'un du PPE quand même, qui s'appelle Ursula von der Leyen. Et normalement, elle a réussi à avoir le vote de confiance que de 8 voix, ce qui est très très court. Et donc le gouvernement français a proposé donc une énarque qui s'appelle Sylvie Goulard, qui était anciennement du Modem en fait, et qui est voilà, une européenne convaincue, et je pense après très compétente dans son domaine, qui avait un énorme portefeuille, mais qui est dans l'affaire des emplois présumés fictifs là, du Parlement européen, et donc du coup qui a été retoqué la semaine dernière, ce qui semblait être un camouflet pour la France, et surtout se venger entre guillemets, en tout cas pour beaucoup, du fait que Macron ait refusé que ce soit le président du PPE qui prenne à la tête, notamment parce que Viktor Orban, qui est le président de la Hongrie et qui est quand même ne respecte pas beaucoup les droits de l'homme, fait partie de ce parti-là. Voilà, donc après, vous voyez, c'est des jeux de pouvoir dans tous les sens. Hein, les séries que vous regardez n'ont rien à envier à la réalité, hein, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Donc pour l'instant, on n'a pas de commissaire français, sachant que le portefeuille attribué n'a jamais été aussi conséquent en fait. Donc en gros, il y a un enjeu en plus de puissance. C'est-à-dire que si la France arrive à avoir un commissaire qui a ce portefeuille-là, c'est quand même un énorme portefeuille pour la France. Ensuite, on a la Cour de justice de l'Union européenne. Alors à ne pas confondre avec la Cour européenne des droits de l'homme, puisque les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, elle ne se prononce que sur les droits de l'homme, et sur ceux qui peuvent avoir recours à ça. Et la Cour de justice de l'Union européenne, c'est une Cour de justice donc composée de 27 juges, qui sont assistés d'avocats généraux, etc., qui sont choisis parmi les personnalités offrant toute garantie d'indépendance. La Cour peut ou doit être saisie par une juridiction nationale lors d'une interprétation d'un texte de l'Union européenne. Donc en gros, quand un juge, par exemple, de la Cour d'appel de Montpellier, doit émettre un arrêt et qui doit intégrer dans son arrêt un texte européen, s'il a un doute, il saisit la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir l'avis, dans ce cas précis, de la Cour de justice de l'Union européenne. D'accord ? Qui, eux, sont censés donc juger les textes européens.
à partir des textes européens. Le droit européen, d'ailleurs, il est composé à la fois des traités qui instituent ces institutions et des actes juridiques adoptés par ces institutions, donc la Commission, le Parlement, etc. Donc il y a deux choses principales au niveau européen. Il y a les règlements européens qui équivalent aux lois au niveau de l'Union européenne, comme la loi en France, ça s'appelle les règlements européens. Ces textes sont obligatoires et s'appliquent directement dans tous les États membres de l'Union européenne. Et il y a les directives européennes qui sont également obligatoires et qui ne s'appliquent pas directement dans les États. Ceux-ci doivent adopter des lois pour transposer la directive européenne à leur ordre juridique interne. D'accord ? Donc il faut, une fois que la directive européenne est passée, il faut qu'une loi en France passe sur cette directive. On appelle ça des lois de transposition. Bon, c'est un peu compliqué, hein, le bloc de supralégalité, parce que c'est des choses en fait qui interviennent en interne dans le pays, qui doivent faire modifier les choses, pour lesquelles on est engagé à partir du moment où on les a signées, qui sont pourtant pas toujours faites comme il faut, donc bon, c'est un peu compliqué. Un bloc plus classique, en tout cas pour ce qui est du système juridique français et la notion de droit française, c'est le bloc de l'égalité. Donc le bloc de l'égalité, comme son nom l'indique, donc, va intégrer les lois. Alors, d'abord, on va voir les lois organiques. Donc les lois organiques, donc au troisième niveau de cette pyramide figure donc ce bloc de l'égalité avec les lois organiques, qui sont des lois qui sont votées par le Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat, pour fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Elles ne peuvent intervenir que dans certaines matières limitativement énumérées par la Constitution et obéissent à une procédure d'adoption particulière qui est ce qui est marqué au niveau de la Constitution, l'article 46 et 61 de la Constitution. Un contrôle de la conformité à la Constitution est obligatoire et la majorité absolue de l'Assemblée nationale est obligatoire ainsi qu'un accord du Sénat. Ça, c'est des lois organiques parce que c'est des lois qui vont organiser le fonctionnement des pouvoirs publics. Donc c'est des lois un peu supérieures, on va dire. Mais ça fait partie du bloc de l'égalité. Ensuite, on a les lois ordinaires, référendaires et les ordonnances. Alors, les lois référendaires. Les lois référendaires, c'est une loi qui est adoptée après l'approbation d'un projet de loi soumis au peuple par voie de référendum. C'est-à-dire, il y a d'abord le référendum. En fonction du résultat, le législateur fait passer la loi au niveau de l'Assemblée, mais qui a l'obligation de la voter. En France, donc, selon la procédure de l'article 11 de la Constitution, le président de la République et le Premier ministre promulguent tous les deux la loi référendaire. La signature donc des deux est requise dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats du référendum. La loi référendaire est l'une des formes que peut prendre la démocratie directe. Souvent, vous entendez parler de démocratie directe. En fait, quand les gens parlent de démocratie directe, c'est qu'ils demandent beaucoup plus de référendums, en fait. C'est-à-dire que le peuple soit directement consulté et donne directement son avis pour dire oui ou non à une loi. Voire au niveau local, c'est ce qui est le plus en plus demandé aussi. Ça permet donc aux citoyens d'exprimer directement leur volonté au pouvoir exécutif. Ensuite, il y a les ordonnances. Alors les ordonnances, elles sont fondées sur l'article 38 de la Constitution, qui est donc un texte qui permet au gouvernement de demander au Parlement de l'habilité à prendre pour une durée limitée des mesures dans des matières qui sont normalement du domaine de la loi. Donc je m'explique, c'est que... Alors, on en a beaucoup entendu parler à la dernière élection présidentielle, et même l'année d'avant, lors de la primaire de la droite notamment, où par exemple un des candidats qui a perdu, qui était Alain Juppé, expliquait qu'il gouvernerait les premiers mois par ordonnance. C'est-à-dire qu'il demanderait au Parlement de lui donner l'autorisation
de faire passer des lois sans qu'elles suivent le parcours législatif classique. Assemblée nationale, Sénat, etc. Donc en gros, c'est un accord d'appliquer en anticipé des lois qui devront être entérinées après. Une ordonnance, d'accord ? Bon, généralement, vous le faites que quand vous avez la majorité, au moins à l'Assemblée nationale. Hein. Mais dans tous les cas, après, ces ordonnances doivent être soumises à la ratification express du Parlement et elles entrent en vigueur dès leur publication. Alors, il y a eu quelques ordonnances aussi au début du quinquennat de Macron, hein, d'Édouard Philippe. Ensuite, on a les lois ordinaires. Donc, les lois ordinaires, c'est un acte qui est voté par le Parlement selon donc, la procédure législative prévue par la Constitution française. Elles suivent un parcours particulier qu'on appelle la procédure de navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Bon, ça, vous avez dû le voir en cours d'éducation physique quand vous étiez en CM2. Donc, depuis la Constitution du 4 octobre 58, son domaine est limité à l'article 34 de la Constitution. Il s'agit de règles en matière de liberté publique, détail de capacité de personnes, de détermination de crimes et de délits, de procédure pénale, d'impôts. En d'autres termes, cela signifie que le Parlement ne peut dépasser son domaine d'intervention sans encourir la sanction d'un organe qui est le Conseil constitutionnel. Dernier étage de la pyramide des normes. Si, donc en d'autres termes, ça sous-entend que si une loi, un gouvernement voulait dépasser les prérogatives qui sont normalement accordées à des lois, le Conseil constitutionnel, qu'on appelle en France les sages, va dire que cette loi est inconstitutionnelle et donc du coup la retoquer. Alors il peut se passer la même chose au niveau de l'ordre administratif, au niveau du Conseil d'État. Hein. Alors c'est ce qui s'est passé, alors bon, vous étiez pas encore en études de kiné, il y a 3 ans, il y avait Marisol Touraine qui était ministre de la Santé, voulait absolument faire passer le tiers payant généralisé. Et le tiers payant généralisé, il sous-entendait que les professionnels de santé étaient obligés de faire le tiers payant sur la part sécu et sur la part mutuelle. Et le Conseil constitutionnel a retoqué le volet du tiers payant généralisé sur la part mutuelle. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est toujours pas obligé de l'appliquer. Puisque ça a été retoqué, puisque ça a été montré que voilà, c'était inconstitutionnel. Parce que ça a engendré d'autres problématiques. Ça a engendré alors des problématiques pour les professionnels de santé, parce que bon, il fallait quasiment embaucher quelqu'un pour regarder si tous les paiements arrivaient, etc. Parce que bon, déjà, vous verrez... alors normalement, le tiers payant sécu ne pose pas trop de problèmes maintenant, avec les cartes vitales et tout, mais bon. Et ça posait un problème aussi, parce que certaines mutuelles disaient qu'elles remboursaient certains thérapeutes avec lesquels elles passaient un contrat, et pas les autres. Et du coup, ça enlevait aux patients la possibilité de choisir son thérapeute, qui est un des droits fondamentaux. Donc voilà. Alors, on va faire quand même un petit rappel sur le parcours d'entrée en vigueur d'une loi. Donc, pour qu'une loi puisse à la fin, en tout cas, devenir loi et être votée, il y a un parcours en 3 étapes, qui est d'abord donc le projet de loi ou la proposition de loi. Le projet de loi, c'est donc un projet qui va être, donc c'est l'article 39 de la Constitution. Les projets de loi sont donc élaborés au sein d'un ou plusieurs ministres et soumis pour avis au Conseil d'État. Ça passe toujours par la case Conseil d'État qui dit si on peut ou pas le présenter. Puis ils sont délibérés en Conseil des ministres et déposés par le ministre sur le bureau d'une des 2 chambres du Parlement. Au hasard. Quoi au hasard ? Généralement, vous le déposez dans la chambre dans laquelle vous avez la majorité. Donc généralement, c'est l'Assemblée nationale. Donc en gros, on en parle en Conseil des ministres, c'est 1 fois par semaine. Hein. Le Conseil des ministres qui est présidé par le président de la République, et le Premier ministre est là aussi. Ça, en Conseil des ministres, il décide de bien déposer ce projet de loi, et le ministre va dire à l'Assemblée nationale « Je vous dépose ce projet de loi ».
Et donc le projet de loi deviendra une loi s'il est adopté après par le Parlement. En France, 65% des lois présentées sont des projets de loi. C'est-à-dire que la majorité des lois qui après finissent par être votées sont des lois qui sont proposées à quasiment les 2/3 par le gouvernement. C'est ça que ça veut dire, par un des ministres. Pourquoi on dit ça? Parce que ça s'oppose pas, mais en tout cas en complément, il y a ce qu'on appelle les propositions de loi. Et la procédure de proposition de loi est quasiment la même, sauf que la grande différence, c'est que c'est un parlementaire, c'est-à-dire un député ou un sénateur, ou un groupe de sénateurs et un groupe de députés, qui vont le déposer sur le bureau de leur assemblée. Elle peut être donc signée par un ou plusieurs parlementaires. Elle porte donc sur le domaine défini par l'article 34 de la Constitution. Et le gouvernement peut s'opposer à une proposition de loi quand cette dernière soit réduit les ressources publiques, soit crée ou aggrave une charge publique, un impôt. On parle dans les deux cas d'irrecevabilité financière. Donc bon, généralement, comme la majorité des projets de loi, ça peut coûter de l'argent, etc., c'est un peu le garde-fou du gouvernement pour que tous les sénateurs ou les députés ne déposent pas de projet de loi en permanence, parce que sinon ça fera un blocage complètement législatif où il y aurait trop de choses à étudier en permanence, etc. Une fois que donc dans la procédure du parcours de la loi, une fois que ce projet ou cette proposition a été déposé sur le bureau d'une des assemblées, et donc du coup il va y avoir donc la promulgation de la loi. Pour cela, il faut d'abord que le Parlement, donc du coup, l'adopte. On est d'accord, donc une fois que le Parlement a adopté une loi, cette dernière ne devient exécutoire qu'après sa promulgation par le président de la République. La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État atteste l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques de faire observer cette loi. D'accord? Ça a été voté par le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, et ensuite, les choses sont bizarres dans cette pièce, et ensuite, donc du coup, le président de la République va la promulguer. Le décret de promulgation donne donc la date officielle à la loi. C'est quand le président la promulgue que la date officielle de la loi est entérinée. Mais pour qu'elle soit réellement effective, et donc lui donner sa force obligatoire, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, il faut qu'elle soit publiée. C'est l'insertion de la loi au journal officiel. Cette publication des lois est indispensable à leur exécution et c'est en principe le texte publié qui a force obligatoire. Donc tant qu'elle n'est pas publiée, elle a beau être promulguée, elle n'a pas encore force obligatoire. Et ça, quand on se penche un peu sur certaines lois qui peuvent nous intéresser en tant que professionnels ou quoi, on se rend compte que parfois il y a des délais très importants, voire il y a des lois qui ont disparu de la circulation parce qu'elles n'ont jamais été publiées au journal officiel. C'est un organe étatique en fait qui la publie en fait. C'est ce qu'on appelle le journal officiel en fait, vous voyez. Ah ben c'est ce qui gère, c'est-à-dire que c'est le gouvernement en fait, qui peut retarder un peu. Après, il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'une loi, une fois si vous vous souvenez un peu du Code de la santé publique, donc il y avait la partie législative, loi, et après il y avait la partie réglementaire. Une loi, généralement, c'est un énoncé général. Et du coup, au sein de son écriture, il n'y a pas son modèle d'application. Donc tant que des décrets d'application ne paraissent pas, ben, on ne peut pas l'appliquer. Et du coup, là, pour le coup, il y a des années de différence parfois, voire c'est comme ça un peu qu'on entérine des lois qui n'ont jamais finalement eu de possibilité exécutoire parce que justement, le décret d'application n'a jamais été publié. Donc avant d'être publié, il faut qu'il y ait des décrets d'application. Non, la loi, elle est publiée, ça c'est la loi, elle a une force obligatoire, Donc mais... c'est un journal officiel, mais elle ne peut pas être... Alors, il y a soit des lois autonomes qui n'ont pas besoin de décret d'application parce qu'au sein de leur écriture, ils expliquent déjà comment on peut l'appliquer. Mais généralement, il y a marqué un truc supra-général qui sera développé, expliqué ou quoi dans les décrets à paraître. Et sauf que les décrets, quand ils paraissent très longtemps après,
bah du coup, on ne sait pas comment l'appliquer. Donc, alors, juste pour revenir tout à l'heure à ce qu'est la navette parlementaire, c'est donc partir, une loi passe à l'Assemblée nationale, passe au Sénat, passe à l'Assemblée nationale. Alors ça pourrait être infini, hein, parce que notamment par exemple actuellement, l'Assemblée nationale est majoritairement la République en marche, donc le parti présidentiel, et le Sénat est tout sauf la République en marche, puisqu'il n'y a quasiment aucun sénateur. Donc généralement, les sénateurs retoquent les lois présentées au Sénat et l'Assemblée nationale la valide. Et dans tous les cas, c'est un moment le chef du gouvernement qui dit l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Parce que c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et donc du coup elle passe. Pour les lois ordinaires, hein, pas pour les lois référendaires, ou quoi, pas pour les lois constitutionnelles. Encore une fois, tout à l'heure on a vu que là il faut les 2/3, etc. Ok ? Alors, ensuite, on a, dans notre pyramide de Kelsen, les principes généraux du droit et la jurisprudence. D'accord ? On pourrait mettre la jurisprudence à peu près dans la même case. Mais je vous développerai un chapitre sur la jurisprudence parce que c'est un terme qui est très calvaudé et très mal utilisé dans le langage courant, par les journalistes, etc. Parce qu'on va entendre les gens, tout fait jurisprudence en fait. D'accord, j'ai fait tomber mon stylo, quelqu'un me l'a ramassé, c'est une jurisprudence quoi. Ça veut dire que tout le monde va me ramasser mon stylo. Ça voudrait dire que tout le monde me ramassera mon stylo quand je l'ai fait tomber. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc du coup voilà, c'est un peu le... Mais en tout cas on pourrait la mettre à peu près là. Les principes généraux du droit, c'est ce qu'on appelle donc les PGD. Ce sont donc des règles non écrites de portée générale qui ne sont formulées dans aucun texte, mais que le juge considère comme s'imposant à l'administration et à l'État, et dont la violation est considérée comme une violation de la règle de droit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la loi, parce qu'elle paraît tellement évidente que le juge considère que c'est un principe général du droit. Vous voyez ce que je veux dire ? En France, les principes généraux du droit sont des règles de portée générale qui répondent à 3 critères. Ils s'appliquent donc même en l'absence de texte. Ils sont dégagés par les jurisprudences, c'est-à-dire que un juge, plus il sera en plus de haut niveau, au niveau de la hiérarchie, plus cette jurisprudence donc sera applicable, et ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge, mais découverts par celui-ci à partir de l'état de droit et de la société à un instant donné. Alors, ce sont des principes qui sont fondés sur l'égalité. Par exemple, l'égalité des usagers devant le service public, l'égalité devant l'impôt. Ça, ce sont des principes généraux du droit. Ce n'est pas écrit dans aucune loi ou dans la Constitution, mais cela va de soi pour le juge. Vous voyez ? Et ce sont des principes relatifs au droit de l'extradition aussi. Par exemple, il est interdit d'extrader un réfugié politique. Mais ce n'est pas marqué, c'est-à-dire que c'est humainement logique que si vous avez un réfugié politique qui risque de se faire tuer dans son pays, bah vous l'extradez, il n'y a pas d'extradiction. D'accord ? Alors, la problématique essentielle, c'est la place de ces principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là on le place au 4e niveau, mais en droit européen, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît également des principes généraux du droit. Or là, on est dans le bloc de conventionnalité. En droit international public, les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées existent aussi. Ils sont aussi considérés comme une source du droit, donc aussi de la supralégalité. Et on en trouve même au niveau finalement constitutionnel, sur l'égalité des êtres, etc. Donc c'est vrai que je vous en parle, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à appréhender parce que c'est relativement subjectif ou en tout cas impalpable. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ça existe, c'est pas forcément la chose sur laquelle je vous embêterai le plus. Ensuite, en revanche, un bloc qui est beaucoup plus classique, qui est donc le bloc de domaine réglementaire,
qui sera composé essentiellement des décrets et des arrêtés. Alors ça semble logique, puisqu'on vient de dire tout à l'heure que pour la majorité des lois qui sont promulguées et publiées au journal officiel, on attend que des décrets et des arrêtés soient publiés pour pouvoir les appliquer. Donc ça semble assez logique que ça vienne à la suite. Donc en ce qui concerne les décrets, on va commencer par les décrets. Donc en France, un décret est un acte exécutoire de portée générale ou individuelle pris par le président de la République ou par le Premier ministre qui exerce le pouvoir réglementaire. C'est l'article 21 de la Constitution. Donc une loi doit être validée par le Parlement, mais par contre, les décrets ou les arrêtés, donc la manière dont on va devoir appliquer cette loi qui a été votée, là, elle ne repasse pas du tout à l'Assemblée. C'est pas du tout, c'est quelque chose qui sera du domaine. C'est le gouvernement qui a fait voter ces lois, qui va donc du coup publier ces arrêtés, ces décrets ou promulguer. Donc, un décret d'application est un décret précisant les modalités d'application d'une loi française. En effet, la plupart des lois françaises adoptées par le législateur, promulguées par le président de la République et publiées au journal officiel, comportent à la fin de l'article concerné les dispositions du type, donc entre guillemets, les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'État. Quand il y a marqué ça, tant que le décret ne paraît pas, on ne peut pas appliquer la loi. D'accord ? Elle a été votée, certes, mais voilà. Alors généralement, il gagne un peu de temps, parce que parfois, il y a des... là, par exemple, il y a eu la refonte des tribunaux, c'est-à-dire qu'avant, il existait ce qu'on appelait le TAS, Tribunal des affaires de la sécurité sociale. Il y avait le tribunal du contentieux, etc. Ça a été refondé, ça a été intégré au tribunal de grande instance maintenant. Ça, on le sait depuis 4 ans. Mais le décret d'application n'est paru qu'en janvier 2019, en fait. Donc du coup, il n'y a qu'à ce moment-là que le TAS, par exemple, officiellement a disparu. Alors officiellement, parce qu'il y a encore des confrères qui reçoivent des lettres avec l'intitulé Tribunal des affaires de la sécurité sociale. Donc on n'est pas encore là. Mais bon, parfois c'est un peu long dans l'administration. Donc voilà. Alors, bon, un petit nota bene que vous n'avez pas forcément à retenir, qui est le cas particulier des règlements autonomes, qui sont souvent donc des décrets. Les règlements autonomes, ce sont des actes qui sont pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution et qui attribuent une compétence générale au règlement, c'est-à-dire que la loi jouissant d'une compétence d'attribution sur une quantité de matière limitativement énumérée, tout ce qui n'a pas été énuméré, on a le droit de faire des règlements autonomes à côté de ça. Sur ce fondement, il est donc possible au gouvernement et au président de réglementer sans qu'il y ait de loi sur certains domaines, mais bon, comme la loi généralement prend beaucoup de place, les règlements autonomes, c'est quand même relativement restreint en termes de possibilités. Et en plus, le règlement autonome, il doit, dans tous les cas, respecter la Constitution. Donc, bon, voilà, c'est... Mais bon, ça, voilà, c'était juste pour être vraiment complet dans ce qui est le domaine des règlements, et donc notamment des décrets. Donc en gros, le décret, c'est quelque chose, le décret d'application, c'est le président de la République ou le Premier ministre qui le signe, et qui permettent à la loi d'être appliquée. Et si c'est pas un décret, c'est un arrêté. Donc en France, un arrêté, donc c'est une décision exécutoire de portée générale ou individuelle émanant d'un ou plusieurs ministres, arrêté ministériel ou interministériel, ou d'autres autorités administratives, c'est-à-dire qu'il existe des arrêtés municipaux ou des arrêtés préfectoraux. Par exemple, en France, les préfets ont quand même des pouvoirs assez importants, et vous avez certainement déjà entendu parler d'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Donc, quand un étranger en situation irrégulière est arrêté, le préfet a le droit de signer un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. En revanche, si c'est par rapport à une loi, on va avoir un arrêté ministériel qui sera signé par le ministre
Et c'est pour ça que ça s'appellera un arrêté, plutôt que par le président de la République ou le Premier ministre, où ça aurait été un décret. Et sinon, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ça explique comment on applique la loi. D'accord ? Et ça, c'est marqué en bas de la loi, c'est marqué si ça doit être un arrêté ou un décret à chaque fois. Ouais, généralement, c'est noté. Ouais. Alors, dans le domaine réglementaire, les décrets et les arrêtés peuvent être contestés par un recours pour excès de pouvoir devant une juridiction administrative. C'est un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondée sur la violation par cette décision d'une règle de droit. Il y a des arrêtés préfectoraux qui sont cassés par le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative. Soit des arrêtés de reconduite à la frontière, mais justement, il y a des préfets aussi, par exemple, qui peuvent, ou des maires, qui peuvent décider d'interdire, par exemple, une manifestation, pour revenir à la discussion tout à l'heure. Et ça, ça peut être donc ceux qui veulent faire la manifestation peuvent saisir le Conseil d'État, et le Conseil d'État valide l'arrêté ou le casse, en fait, et donc du coup, il est annulé. J'ai eu un exemple, j'essaie de me souvenir, la semaine dernière j'ai lu un truc sur un arrêté municipal qui a été cassé. Ah oui, c'est ça. Il y a un arrêté municipal, dans certaines mairies, c'est un peu à la mode en ce moment, on interdit l'application de certains pesticides qui sont pourtant autorisés par la loi sur leur commune. Et du coup, ils ont été déboutés par le Conseil d'État. D'accord ? Qui a dit, mais en fait, voilà, à partir du moment où c'est autorisé par la loi, vous n'avez pas le droit, au niveau local, de l'interdire, en fait. D'accord ? Donc, c'est des procédures qui permettent l'excès de pouvoir de certaines personnes. Voilà. À Paris, nous, on a vu des trucs, on a eu... Qu'est-ce qui s'était passé déjà ? Ah oui, par exemple, la maire de Paris avait décidé d'interdire les feux de cheminée. Soi-disant parce que ça polluait. Bon, je pense que c'est pas ça qui pollue le plus, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup, pareil, la ministre de l'Environnement, qui à l'époque était Ségolène Royal, a saisi le Conseil d'État, et le Conseil d'État a cassé l'annulation, a annulé en tout cas cette interdiction. Donc voilà, c'est des choses... Ensuite, donc là on était au domaine réglementaire, et pour finir sur notre pyramide, on est... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai foutu là ? Voilà. On est au niveau des actes administratifs qui sont les circulaires et les directives, ou les réponses. Donc, circulaires et réponses ministérielles. L'absence de force obligatoire des circulaires et des réponses ministérielles, c'est-à-dire que c'est un acte, un document que le ministre va signer et qui va partir dans son administration. Officiellement, ça n'a pas force obligatoire. C'est-à-dire, ça veut dire que la Cour de cassation considère que les circulaires ministériels n'obligent pas les fonctionnaires auxquels elles sont adressées et n'ont aucune force obligatoire. C'est donc un acte administratif émanant d'un ministre et destiné à ses agents proposant une interprétation d'un texte législatif ou réglementaire ou en réponse à une question écrite d'un parlementaire indiquant la position du ministre sur l'application d'une loi. C'est-à-dire qu'un parlementaire peut dire « cette loi a été promulguée, a été inscrite au journal officiel, il y a un décret d'application qui est celui-là. Nous, on considère qu'il y a encore un espèce de flou. Le député ou le sénateur ou quoi va écrire une question, en fait, au ministre qui va répondre par réponse ministérielle. Sur l'interprétation. Alors, certes, elles n'ont pas force obligatoire, mais il ne faut pas négliger l'influence considérable sur l'interprétation de la règle de droit par les administrés de ce ministre. D'accord ? C'est-à-dire que si le ministre dit à son administration ou à son service juridique, vous devez
plutôt prendre cette interprétation de la loi qui vient d'être faite. C'est assez rare que ces subordonnés finalement aillent à son encontre. Donc certes, officiellement, c'est pas une force obligatoire, mais dans la pratique, ça incite fortement quand même les administrations à aller dans le sens du ministre. Mais il y a parfois des rébellions. Là, dernièrement, il y a eu une petite rébellion au niveau du ministère de l'Éducation nationale sur les réformes qu'a lancé le ministre de l'Éducation Blanquer, et où certains des ministères ne vont pas dans son sens. Il y avait eu aussi une espèce de rébellion sous Christiane Taubira quand elle était ministre de la Justice, justement après la loi sur le mariage pour tous, où elle indiquait justement alors je crois que c'était par rapport à l'adoption, donc du coup d'être plutôt, je dirais pas laxiste parce que le mot est mal choisi, mais en tout cas voilà, à l'écoute ou humain, ou en tout cas de certains cas, et où certains de son ministère n'étaient pas d'accord avec elle. Voilà, donc ça, c'est les circulaires ou les réponses ministérielles qui n'ont pas force obligatoire, mais qui sont un texte qui est donc envoyé à l'administration, duquel il ressort. Si on pouvait rajouter quelque chose, ça serait les ordres professionnels à cette partie administrative. Je voulais légèrement développer parce que voilà, les ordres professionnels, à partir du moment où vous serez diplômé en juin, vous aurez vocation à éventuellement être élu à des élections ordinales si vous avez envie d'être conseiller ordinaux dans votre profession. Donc un ordre professionnel, c'est un organisme qui regroupe sur un territoire donné l'ensemble des membres d'une même profession. Alors, si vous vous rappelez bien votre code de la santé publique et votre code de déontologie, donc au niveau kiné, au niveau d'ailleurs médical au sens le plus large, il existe 3 échelons. L'échelon départemental, le CDO, auprès duquel vous vous inscrirez au tableau, bientôt. Le CRO, le Conseil régional de l'ordre, et le CNO, le Conseil national de l'ordre, qui lui est celui qui vous prendra vos cotisations. Avec grand plaisir. Donc, sur un territoire donné, l'ensemble des membres d'une profession qui généralement peut être exercée de manière libérale et qui assure une forme de régulation de la profession en question. D'accord ? C'est un peu l'instance qui est censée, donc, dans notre cas par exemple, qui est souveraine en matière de déontologie. S'il y a un problème de déontologie entre un patient et vous, ou entre un collègue et vous, c'est devant le Conseil de l'ordre généralement que ça se termine, et devant les chambres disciplinaires. Donc les plus anciens ordres professionnels sont les barreaux, donc avocats, qui ont été créés au XVIIe siècle. Ensuite, il y a les ordres médicaux qui sont plus récents. La création de l'ordre des médecins en France est en 1940 et l'aboutissement de 50 années de revendication. Alors, bon, si vous regardez un peu la date de la création de l'ordre des médecins, ça vous donne un petit côté de certains problèmes de légitimité que peuvent avoir les ordres professionnels médicaux au sein à la fois de la population, au sein de certains hommes politiques. C'est-à-dire que 1940, on est occupé. Donc pour beaucoup, ils font cette espèce de raccourci, je pense. Moi personnellement, je ne me suis jamais trop penché sur la question, mais que c'est sous le régime de Vichy qu'il y a eu la création des ordres médicaux et que du coup, c'est presque c'est être nazi que d'être pour un conseil de l'ordre. Bon, c'est quand même un peu fort, mais voilà. Alors, à ne pas confondre, un ordre n'est pas un syndicat. Ils ne sont pas en opposition, mais se complètent, d'accord ? Alors que le syndicat défend les seuls intérêts des professionnels, le conseil de l'ordre défend les intérêts de la profession. C'est très différent. Alors, c'est très différent. Bon, moi, pour quand même présider un syndicat à Paris et donc du coup être et présider des commissions à la sécurité sociale, quand je prends certaines décisions qui me vaut parfois sur les réseaux sociaux d'être traité assez salement, je le prends quand même pour l'intérêt de la profession aussi. Sinon, je défendrais parfois l'indéfendable auprès de confrères. Ce qui n'est pas non plus
judicieux au vu après de l'image que peut avoir la profession. Vous voyez ? Donc on est là pour... quand on est président de... Bon, je fais partie du Conseil de l'Ordre aussi, donc je sais avoir les deux casquettes, hein, mais voilà, quand on est là pour défendre quelqu'un, on est là pour le défendre, excepté quand il fraude par exemple, ou quoi. Parce que si on défend quelqu'un qui fraude, ça commence à être compliqué. Ça veut pas dire qu'on n'essaie pas d'entendre ses arguments et de nuancer les velléités de la sécurité sociale à son encontre. On peut essayer de minorer un peu... ça se passe aussi, mais bon, quand c'est quelqu'un qui récidive pour la 4e fois, bon, il y a un moment, vous n'avez plus trop envie, si vous voulez, de défendre non plus un professionnel qui écorne fortement l'image de la profession. D'accord ? Mais effectivement, le Conseil de l'Ordre, lui, a plus pour vocation de défendre la profession. Et surtout, donc, le Conseil de l'Ordre, comme je vous le disais, dispose de prérogatives de puissance publique qui lui permettent notamment de prendre des décisions administratives, contrairement aux syndicats dont les attributions relèvent strictement du droit privé. Donc le Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes donc sa création émane de la loi de santé publique du 9 août 2004. Donc c'est assez récent. Donc voilà, on reviendra un peu plus dans le détail beaucoup plus tard dans le cours sur le rôle exact des syndicats et le rôle des conseils de l'ordre et surtout des juridictions, des chambres disciplinaires des conseils de l'ordre. D'accord ? Mais quand on aura vu exactement la différence entre du droit civil, du droit pénal et du droit administratif. Ok ? Alors, bon, faites 5 minutes de pause. 5 minutes. C'est-à-dire que... Bon, je vais prendre un café.
Le premier semestre, il s'arrête quand pour vous? Le premier semestre, vous avez la date de fin? Ouais. Ok. Ça, vous savez être sûr, ça? Écrit, partiel écrit. Faudrait que je vois le texte de loi quand est-ce que ça commence en fait. Vous avez cours après?
Ok, bon. Allez, on reprend. Allô? Vous avez cours après ou pas? Ne mentez pas. Donc il faut que je vous libère pas tard, quoi. C'est bon, on peut y aller? Alors, on aborde donc la jurisprudence. Donc la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent comment un problème juridique a été résolu. Alors, est-ce que déjà vous aviez déjà cette notion-là quand vous utilisez le terme de jurisprudence? Vous l'avez jamais utilisé, peut-être. Donc, il s'agit donc des décisions qui ont été rendues et donc qui vont permettre d'illustrer comment un problème juridique a été résolu pour, et logiquement, l'appliquer de la même manière par un juge. On peut aussi bien utiliser le terme jurisprudence pour désigner l'ensemble des décisions rendues par les juges, ou bien une jurisprudence en particulier, c'est-à-dire une décision qu'un juge a prise relativement à une question de droit donné. Elle peut donc être l'ensemble des décisions de justice rendues soit pour une certaine juridiction, par exemple jurisprudence de la Cour de cassation. Alors c'est assez facile de dire ça parce que la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est la juridiction la plus haute en France en droit civil en fait, et en droit pénal. Donc forcément les décisions que prenne la Cour de cassation généralement ont une certaine uniformité puisqu'il n'existe qu'une Cour de cassation en France. Soit dans une certaine matière, et là on va dire par exemple la jurisprudence sur le droit d'auteur, la jurisprudence sur le droit du malade, etc. Ok ? Donc ainsi en France, la solution... Bon, je vais vous sortir, il reste une demi-heure pour vous à tenir, mais encore une fois, je n'oblige personne à être là, ou sinon il y a une pièce à côté. Donc, en France, la solution adoptée par la Cour de cassation dans une affaire ne contraint pas les cours d'appel et les tribunaux à statuer d'une manière identique dans les affaires similaires. C'est-à-dire que la jurisprudence, contrairement à la loi, n'a pas normalement de pouvoir contraignant. Le juge de Montpellier peut interpréter un texte de loi et rendre un jugement, et celui de Clermont-Ferrand a le droit de l'interpréter différemment. D'accord ? Toutefois, il demeure que les arrêts de la Cour de cassation marquent, eux, par contre, une tendance qui est généralement suivie par les juridictions de fond pour éviter la multiplication des recours. Si une Cour de cassation prend une décision, je viens de vous dire, il n'y en a qu'une Cour de cassation, et que c'est la plus haute. Généralement, elle a pris une décision parce qu'un juge de première instance a pris une décision. Par exemple, il y a eu un renvoi en appel, la Cour d'appel a pris une décision, et au final, les gens ne sont pas contents, ils partent en cassation. La cassation, on peut soit juste casser, on le verra dans l'organisation de la justice, soit juste casser le jugement de la Cour d'appel et renvoyer dans une deuxième Cour d'appel, soit casser et donner un avis définitif. Si elle donne cet avis définitif, et que le problème se repose dans une autre juridiction, ailleurs, 1 an après, 2 ans après, il est quand même très fort probable que les juges de première instance ou d'appel suivent ce que la Cour de cassation a décidé 1 an avant. Parce qu'ils savent très bien que s'ils jugent différemment, et que du coup, la personne pas contente se repourvoie en cassation, ben la Cour de cassation, il y a peu de chances qu'elle change d'avis en 1 an en fait. Et donc du coup, va recasser, et bon, c'est jamais très agréable, je pense, pour un juge de première instance ou de cour d'appel, de voir ses jugements cassés par la Cour de cassation. Donc du coup, généralement... Alors c'est pour ça un peu l'aberration de l'affaire Vincent Lambert sur le dernier jugement de la Cour d'appel de Paris, qui s'est permis de casser ce que la Cour de cassation avait dit.
Bon, ben voilà, ça a été, il y a eu un autre pourvoi en cassation, la Cour de cassation a dit, ben, ok, ce coup-ci, on casse l'arrêt de la Cour d'appel, et en même temps c'est définitif, donc il n'y a plus de possibilité de recours. Donc voilà, donc autant la jurisprudence, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est compliqué dans le terme jurisprudence, c'est que les gens l'utilisent pour tout, c'est ce que je vous disais. C'est pas parce qu'un juge, voire deux juges de première instance prennent deux fois une décision qui va dans un sens qu'on peut forcément parler de jurisprudence. Parce que un autre juge du même niveau de cour d'appel qui est le niveau supérieur peut tout à fait dire non mais moi je suis pas d'accord et je fais pas ça. Et là, ça c'est ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence en fait. C'est-à-dire que ça allait dans un sens et d'un coup, hop, on va dans l'autre sens. Et que du coup, la jurisprudence vraiment un peu plus certaine, même si c'est un peu oxymoricain comme terme, mais bon, c'est soit des jugements, une jurisprudence de cassation ou une jurisprudence de Conseil d'État. Parce que la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction française au niveau civil et pénal. Là, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction française au niveau administratif. Et donc, eux, c'est pareil, le Conseil d'État, il n'y en a qu'un. Et donc, du coup, généralement, quand ils émettent un avis, il y a peu de chances qu'ils changent d'avis. Ou alors, peut-être c'est 15 ans après, mais là, c'est encore un peu différent. Mais en tout cas, sur les mois ou les années qui suivent, généralement, voilà. Donc là, on pourra parler de jurisprudence, parce que, généralement, voilà, tous les jugements qui suivront les mois et les années après, se référeront à ce que la Cour de cassation ou le Conseil d'État a décidé. D'accord ? Donc, le revirement de jurisprudence, je viens de vous le dire. Alors, ce qui est sûr, c'est que on peut dire que la jurisprudence est quand même une source du droit, puisqu'elle inspire le droit, puisque le juge va émettre donc, un jugement ou un arrêt qui influera sur la manière de juger, donc sur le droit en général, mais qui est subordonné à la loi. C'est-à-dire que si un juge prend une décision qui serait contraire à une loi qui a été votée, cette décision sera cassée forcément. D'accord ? Puisque dans tous les cas, c'est la loi qui est quand même supérieure à la jurisprudence, à l'interprétation du juge. Et le juge doit se référer à la loi pour émettre son jugement. Donc, l'obligation faite au juge de juger le litige qu'il a tranché provient de l'article 4 du Code civil. Tout justiciable a le droit à voir sa prétention jugée par un tribunal. Or, parfois, le juge peut se heurter à des obstacles, le premier étant le silence de la loi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le vide législatif. Mais si la loi a des lacunes, le droit ne peut en avoir. D'accord ? C'est-à-dire qu'un juge doit donner un jugement. Alors, un tribunal peut se déclarer incompétent, mais ça veut dire qu'un autre tribunal est saisi, et que dans tous les cas, au final, il faut qu'il y ait un jugement. Et au plus haut niveau, il y a un moment où le Conseil d'État ou la cassation, eux, donneront un arrêt. D'accord ? De même, la loi peut être parfois obscure, c'est-à-dire que parfois, il y a des contradictions entre plusieurs textes que le juge doit combiner. Il doit alors interpréter, c'est choisir, et donc c'est presque créé en fait. Et donc là, il va créer un précédent, et quand c'est encore une fois des juges de cassation ou de Conseil d'État qui créent ce précédent, ça aura vocation à être après repris par les tribunaux inférieurs. Alors, le juge peut être amené à formuler dans des termes généraux le litige qu'il a à trancher, et formulé en termes généraux, les précédents peuvent acquérir une autorité. Donc c'est certaines décisions ou certains arrêts de principe font autorité, font donc jurisprudence, et leurs solutions sont reprises, souvent dans une formulation identique par les tribunaux ayant à trancher une affaire équivalente. Alors, oui. Alors, voilà, c'est ça. C'est que si il y a des juges, notamment quand c'est la cassation ou c'est le Conseil d'État, qui rend un arrêt qui a vocation à devenir jurisprudentiel, il est normalement du devoir du législateur, puisqu'il y a quand même un vide législatif quelque part, de combler ce vide législatif par une loi.
Donc c'est ce qu'on dit après, c'est-à-dire que... Donc ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est que la jurisprudence, du coup, enrichit la loi. C'est donc en quelque sorte une collaboration entre la jurisprudence et la loi. La loi peut donc aussi bénéficier de la jurisprudence en faisant sienne une décision jurisprudentielle pour combler un vide législatif. Cette influence de la jurisprudence sur la loi est renforcée par la publication du rapport annuel de la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui relate les principales décisions rendues et les réformes souhaitées. C'est-à-dire que la Cour de cassation elle-même, une fois par an, dit on a rendu ça, et sur ce sujet, on considère qu'il faudrait qu'il y ait des réformes pour justement que la loi soit plus pertinente. Alors, c'est une collaboration qui est de plus en plus notable, mais attention, elle ne doit pas se heurter à quoi? Au principe de séparation des pouvoirs. Hein, c'est-à-dire que l'ordre judiciaire et l'ordre législatif, normalement, sont deux ordres séparés. Donc si l'un peut influencer l'autre, alors il vaut mieux déjà que ce soit dans ce sens-là, hein, dans le sens judiciaire vers législatif, il faut quand même faire attention que tout ne se mélange pas trop. Alors, juste en nota bene, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le common law, donc anglo-saxon, donc le système juridique américain et anglais, hein, qui est un système juridique dont les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins de lois. Il y a la Constitution... alors, là, actuellement, encore une fois, quand on s'intéresse un peu, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'en ce moment, donc, il y a cette fameuse procédure d'impeachment contre Donald Trump, donc de destitution, et ils ont une Constitution qui est extrêmement restreinte, dont ils, effectivement, sont assez fiers parce que, justement, elle a le mérite d'être très concise, mais du coup, se posent des problèmes très forts d'interprétation. Donc, connaissant l'énergumène, Donald Trump a décidé, lui, parce que normalement, le Congrès a quand même une force obligatoire, c'est-à-dire que là, il a dit, on demande à des conseillers proches de Donald Trump de venir témoigner devant la commission, etc. Donc ça peut être très très grave, hein, si vous faites un parjure ou quoi, c'est vraiment très important tout ça. Et Donald Trump a dit, mais de toute façon, je ne les enverrai pas, je leur interdis d'y aller, parce que pour moi, vous n'êtes pas, en gros, vous faites une commission de pacotille et vous n'êtes pas dans le droit. Bon, je pense qu'il a plus tort que raison, mais là actuellement, en ce moment, comme c'est un système où la loi est beaucoup moins écrite, elle s'écrit au fur et à mesure des décisions de justice, en fait. La loi aux États-Unis. C'est ça le common law. Et donc, du coup, parfois, on est face là à des vides législatifs très forts et l'interprétation. Et bon, le danger, c'est que, comme on disait tout à l'heure, la plus haute juridiction aux États-Unis, c'est la Cour suprême. La Cour suprême, elle a quand même... les juges sont quand même nommés par les présidents. Alors, pas à chaque fois, puisqu'ils sont nommés à vie. Mais bon, voilà, là, il se trouve qu'en plus... Alors déjà, Trump a réussi à changer celui d'Obama et en nommer un autre. Et je crois qu'il y en a un ou deux, là, qui sont pas loin de passer l'arme à gauche. Donc, il faut qu'ils tiennent encore quelques mois, parce que... sauf s'il est réélu, où là, de toute façon, il aura à loisir de rechanger. Et là, ça ferait une Cour suprême qui serait très, très, très fortement bancale. Parce que je crois que ceux qui sont un peu bancaux en ce moment, là, les deux qui sont pas en très grande forme, ce sont plutôt des démocrates, en plus. Donc... Et c'est là où on voit aussi que du coup les présidents américains peuvent laisser une empreinte très forte de leur politique sur du très long terme grâce à ça en fait. Parce qu'à partir du moment où vous nommez une Cour suprême parce que ça peut être long la vie de quelqu'un quoi. Donc s'ils rentrent, ils ont 55-60 ans, s'ils vivent jusqu'à 90 ans, ça fait que pendant 25 ou 30 ans, finalement, l'incidence d'une élection américaine, qui pourtant pour un mandat de 4 ans, peut se répercuter sur des décennies et des décennies. Non, il faut les empoisonner, mais sinon, non. Non, non, vraiment. Il faut qu'ils soient déclarés inaptes, sinon. C'est-à-dire que s'ils sont vraiment séniles, il y a un moment où on peut... Là, il y a 1 an à tenir, donc voilà. Mais c'est déjà conservateur, hein. Il y en a 5 contre 4 qui sont conservateurs. Ah, ils peuvent, mais c'est rare. La place est chaude, hein, donc...
puis bon, juge à la Cour suprême, c'est quasiment voilà, la plus haute distinction aux États-Unis. Hein. C'est quasiment eux qui ont le plus gros pouvoir en fait. Donc c'est rare qu'on démissionne. S'ils sont là, c'est qu'ils ont voulu y être. Hein, donc, en tout cas, c'est pas vraiment ce qui arrive. Donc voilà, donc là, ça c'est le cas des États-Unis. C'est la jurisprudence donc est là-bas la principale source du droit. Et la règle du précédent oblige les juges à suivre les décisions prises antérieurement par les tribunaux. Alors c'est pour ça que si vous regardez une série américaine ou quoi, vous entendrez souvent le terme de jurisprudence. La jurisprudence est de notre côté, etc. Parce que eux le suivent beaucoup plus fortement, en fait. Parce que quasiment les juges sont obligés de la respecter. Alors, j'ai fait un petit aparté sur le cas particulier de la doctrine. Parce que la doctrine, c'est pas une source du droit. La jurisprudence, on a du mal à dire que c'est une source du droit, c'est, on va dire, quelque chose qui va influencer sur la source du droit, la jurisprudence. D'accord ? Qui va mettre en exergue le fait qu'il y ait un vide législatif et qu'il va falloir le combler. La doctrine, c'est encore autre chose. C'est pas une source du droit direct, en tout cas, parce que c'est la littérature du droit, c'est-à-dire les chercheurs en droit, les publications et les textes. L'opinion de notaire n'est pas une règle de droit qui s'impose à tous. Comment pourrait-il en être autrement alors que les opinions doctrinales sont souvent différentes, voire opposées ? Alors le monde du droit est relativement conservateur en France, hein, c'est-à-dire que c'est les facultés généralement qui sont les plus conservatrices, dirons-nous. Et par exemple, certaines s'opposent assez violemment. À Paris, il y a Paris 1 et Paris 2, hein, donc Panthéon-Sorbonne et Assas-Sorbonne, qui sont les exacts opposés en termes de faculté de droit, en fait. En gros, il y en a une de gauche, une de droite, hein, voilà. Une de droite dure, on va dire, et une de... C'est un peu ça, en fait. Et donc, du coup, la doctrine qui en ressort est très différente. Ça se voit souvent, donc, du coup, ces différences dans, justement, les sujets sociétaux. Et notamment, en ce moment, la PMA, la PMA pour toutes, ou, il y a 4 ans, le mariage pour tous. Où la majorité des signataires universitaires qui étaient contre le mariage pour tous étaient à 80% des profs de droit. Voilà. Donc, mais même unanime, la doctrine n'est pas une règle de droit. En revanche, on peut aisément lui connaître une autorité ou une influence sur ce qui élabore le droit, ne serait-ce que par la doctrine née d'universitaires qui forment les futurs juges, avocats, voire parlementaires. Actuellement, c'est des avocats ou des magistrats qui sont le plus fortement représentés au niveau du Parlement. Pour la bonne raison, par exemple, que quand Sciences Po Paris, ils ont un pourcentage de réussite au barreau de Paris qui est extrêmement élevé, par exemple. Donc c'est des gens qui deviennent avocats, mais qui ont aussi vocation peut-être un jour à faire de la politique. D'accord ? Alors les dernières élections ont un peu modifié la chose, parce que si on peut, en gardant toute opinion politique de côté, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une espèce de refonte avec un nouveau parti qui a été créé un an avant et qui remporte l'élection présidentielle et législative derrière, où il y a eu beaucoup d'investitures de candidats qui venaient de la société civile, et notamment, il me semble qu'il y a 2 ou 3 qui naissent maintenant à l'Assemblée nationale, qui sont généralement plutôt République en marche du coup, puisque c'était ce parti-là qui a émergé et qui a laissé sa chance, parce qu'ils avaient aussi besoin de personnes en fait, hein, donc voilà. Et il y a pas mal de professions qui n'avaient jamais été représentées à l'Assemblée nationale et qui sont représentées maintenant en fait. Mais voilà, les majorités restent les mêmes. Donc par ses critiques ou ses suggestions, la doctrine influence la loi. Elle fait apparaître les défauts d'un texte, ses imperfections techniques, son inadaptation aux besoins des citoyens. Donc on peut dire qu'elle exerce une influence plus grande encore sur la jurisprudence, en l'analysant, en la systématisant, en montrant ses lacunes ou son intérêt.
Alors, la crise des sources du droit. La loi, source principale du droit français, serait frappée par une crise altérant ses caractères traditionnels, liée à une inflation législative galopante. Il y a de plus en plus de lois, et donc cette inflation législative, pour certains, créerait une altération dans ce qui est le principe même d'une loi, qui normalement doit être précis, etc. Si la crise est facile à constater, les remèdes sont malheureusement plus difficiles à trouver. Donc, la crise d'une altération des caractères de la loi doit être, selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'expression de la volonté générale. Or, la loi s'émiette, perdant de sa clarté, de sa cohérence pour certains auteurs, le droit achève de se désarticuler sous prétexte de s'adapter. À force de vouloir adapter à tout, on a une espèce de machin informe dont on ne sait plus trop ce que ça veut dire, multipliant donc les exceptions, les faveurs ou les discriminations. Sa technicité et sa spécialisation croissante le font apparaître comme l'expression de la volonté des bureaucrates ou de groupes de pression exprimant les intérêts de catégories sociales ou professionnelles précises. Alors, ce qu'on pointe du doigt là, c'est quoi? Comment on appelle ça? Les pressions, les groupes de pression? Les lobbyistes. Parce que les lobbyistes, il ne faut pas imaginer qu'il y en a que dans l'industrie du tabac ou du pétrole, hein, ou du médicament. Il y en a dans, finalement, tout ce qu'on va appeler les relations publiques. C'est mieux que lobbying, en fait. Donc du coup, toutes les grands groupes, en fait, ont ce qu'ils appellent leurs services de relations publiques, qui sont tout simplement des services qui vont contacter soit des députés, soit des sénateurs, soit des ministres, soit et donc ils vont essayer de faire pression pour que leurs intérêts passent. D'accord ? Alors, qu'un problème de société se pose et le recours au législateur est le premier, voire le seul réflexe, aboutissant souvent à une loi qu'on appelle une loi paravent, qui est, dont la seule fonction est de donner à l'opinion publique le sentiment que le problème a été résolu. Donc, on a cité tout à l'heure la déchéance de nationalité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la France est quand même extrêmement choquée par la série d'attentats qui vient d'avoir lieu. D'abord Charlie Hebdo en janvier, et en novembre, le 13 novembre, le Bataclan et les terrasses des bars à Paris. Puisque ça s'est intervenu avant même les attentats de Nice, hein, donc la loi sur la déchéance de nationalité. Donc du coup, voilà, stupeur, peur même, en général, de la population. Et donc, pour faire face à cette peur et un peu donner un peu du pain au peuple, en gros c'est ça, hein, voilà, on fait des espèces de lois paravent qui sont censées soit rassurer alors que c'est pas rassurant, parce qu'encore une fois, bon, déchoir de sa nationalité quelqu'un qui est mort, voilà, ok. Mais voilà, alors un autre événement qui s'est passé cet été-là, c'était, je l'ai pas mis, hein. Non, c'est, est-ce que vous vous souvenez, c'était un truc par rapport aux plages, une interdiction de quelque chose qui se... Voilà, le burkini. Pareil, d'un coup, on se met à vouloir faire une loi sur le burkini, en fait. Qui est quand même, on va dire, quelque chose... Alors, encore une fois, qu'on soit pour ou contre, ça, chacun ses principes. Mais de là à faire une loi sur quelque chose qui est à ce point à la marge, ça s'appelle une loi paravent aussi. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un truc soit pour faire plaisir à une partie de la population qui serait très opposée à ça, soit faire semblant qu'on s'occupe du problème en fait. Mais est-ce vraiment un problème ? Après, voilà, c'est ça. D'accord ? Encore une fois, là, il n'y a pas aucun jugement, mais c'est juste des questionnements qu'on peut avoir. Et en tout cas, un esprit critique qu'on peut avoir face à cette inflation législative. Donc, elle est caractérisée, cette inflation législative, par environ 1200 voix qui sont votées chaque année. C'est quand même énorme. De lois. On ne compte pas là la prolifération des textes réglementaires. Les textes en vigueur sont à peu près de 400 000 en France, à peu près, actuellement. Ça fait du... Je me dirais, vous avez de quoi lire, hein, mais bon. Alors, les pouvoirs publics, par le biais notamment du Conseil d'État, dénoncent cette prolifération
de texte, mais la critique émane aussi du grand public, un auteur ayant par exemple publié un pamphlet au titre évocateur. Donc c'est Monsieur Desjardins. Il y a trop de lois idiotes dans ce pays, arrêtez d'emmerder les Français. Voilà. C'est en fait un rejet de la technocratie, du parlementarisme qui est mis en exergue. Donc ça, c'est des termes, si vous écoutez un tout petit peu la radio ou quoi, que l'on entend parler. C'est-à-dire que il y a en ce moment une défiance des pouvoirs publics, des parlementaires, envers les parlementaires, envers justement l'administration au sens large, ce qu'on appelle les technocrates et le parlementarisme. C'est-à-dire en gros, bon voilà, ils en ont rien à carrer de nous et de notre sort, et ils sont entre eux, ils font leurs petites lois, ils sont contents, mais finalement voilà, ils sont déconnectés de la réalité. C'est ça en tout cas le message envoyé par les gens qui dénoncent ça. Donc un peu, on peut le comparer à l'inflation monétaire, hein. Plus une économie entre en inflation, et plus ça dévalue la valeur de sa monnaie. Mais là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que s'il y a trop d'inflation des lois, ben, ça dévalorise le caractère premier et efficace de la loi. Alors, l'autre problème, c'est qu'une inflation avec autant de lois s'oppose à cette phrase qui est « nul n'est censé ignorer la loi ». C'est-à-dire que quand vous avez 400 000 textes, ça commence à être compliqué de savoir tout du droit en fait. Hein. Alors, l'inefficacité de la loi, donc du coup, est un peu pointée du doigt et encourage des circuits de dérivation et notamment des arbitrages pour éviter les arcanes d'une procédure devenir trop longue. Est-ce que quelqu'un connaît un exemple d'arbitrage qui après a fait grand bruit? Alors, pas aller sur un terrain de foot, hein, mais ou sur un terrain de rugby, mais non. Il y a un arbitrage dans l'affaire Tapie en fait, où à l'époque on sait pas trop d'ailleurs si c'était fait exprès ou pas, mais du coup il a été décidé d'avoir recours à un arbitrage, donc on ne passe pas par le système juridique français et par les tribunaux, ce sont des experts qui sont nommés, qui décident, et où l'État a dû une somme dithyrambique à Bernard Tapie. Et ça a quand même valu à l'époque, celle qui était ministre de l'économie, qui avait décidé cet arbitrage, c'était Christine Lagarde, qui est passée devant la Cour de justice comment ça s'appelle la Cour de justice du Parlement, ouais c'est ça, qui est en fait un tribunal spécial pour les ministres. On continue un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chacun a quand même un traitement un peu différent en fonction de sa fonction. Et alors, assez bizarre, elle était à l'époque, quand elle est passée dans la Cour de justice, elle était à l'époque présidente du Fonds monétaire international, donc la 4e personnage au monde, hein. Et il y a eu un jugement un peu bizarre, c'est-à-dire qu'elle a été condamnée, elle a été reconnue coupable mais pas condamnée, ce qui lui a permis de garder son poste. Et maintenant, d'ailleurs, elle a démissionné du FMI pour... Personne n'a suivi. Donc ça devient la nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne. Donc voilà. Moi j'ai rien contre elle non plus, hein, mais voilà, c'est un exemple. Mais à la limite, bon, après c'est l'arbitrage, pourquoi autant d'argent a été donné, etc. C'est une affaire qui continue, hein, qui passe encore devant les tribunaux là actuellement. Alors, le Conseil constitutionnel, lui, tente de sauvegarder la qualité de la loi en censurant les textes dépourvus de qualité normative et en luttant contre les fourre-tout. Alors, la crise, c'est une chose. Quels seraient les possibles remèdes? Une des premières choses que propose la majorité des personnes, c'est la codification. Donc, un premier palliatif à la crise de la loi pourrait résider dans la coordination, et donc, du coup, la codification. C'est-à-dire qu'on rassemble par grande matière tous ces textes de loi. Ce qui permet potentiellement aussi de voir quand les choses se superposent, etc. L'adoption d'un code est souvent la marque d'une volonté politique d'asseoir l'autorité de son auteur et de fixer les nouvelles règles d'organisation de la société. Le risque de la codification, c'est que ça devienne
au final la marque d'une influence grandissante de la bureaucratie au détriment du Parlement. Sinon, d'autres proposent le développement du rôle de la jurisprudence. Certains pensent qu'un remède à cette crise serait un accroissement du pouvoir judiciaire au détriment du pouvoir législatif. Le législateur pourrait alors se contenter d'édicter des principes généraux, abandonnant au juge la réglementation du détail. Et donc du coup, le jugement du juge deviendrait force de loi. La loi pourrait donc être plus rare et la règle de droit gagner en efficacité et en souplesse, règle jurisprudentielle. Mais cette souplesse peut être interprétée aussi comme une instabilité. Le revirement de jurisprudence peut à terme menacer la sécurité juridique, et notamment donc avec la rétroactivité, c'est-à-dire que les situations juridiques antérieures constituées sont soumises à la nouvelle interprétation, dans une rétroactivité. Donc avec une nécessité de rejuger. Donc voilà, il n'y a pas trop Pour l'instant, voilà, on n'a pas non plus les éléments pour l'instant pour vraiment répondre à la crise du droit, des sources du droit. Il me reste combien ? 5 grosses minutes, on va dire. On va essayer quand même de faire les destinataires du droit. Ne me regardez pas méchamment. Donc, c'est-à-dire, le destinataire du droit, c'est pour qui c'est fait tout ça. Le droit vise qui ? Alors déjà, les sujets du droit. Donc les sujets du droit, les personnes. Donc si à première vue, la notion de personne est juridiquement facile à déterminer, l'histoire montre au contraire. Longtemps, par exemple, l'esclave a été considéré non comme une personne, mais comme une chose. L'esclavage n'ayant été définitivement aboli en France qu'en 1848. Le sujet de droit est un être qui se voit attribuer des droits et obligations par un ordre juridique, et il est le sujet de cet ordre juridique. Par exemple, aujourd'hui, certains auteurs militent pour une personnification de l'animal. Une loi du 16 février 2015 a introduit dans le Code civil un article disposant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Mais cette proclamation reste symbolique puisqu'un autre texte prévoit que les animaux restent soumis au régime des biens corporels. Donc le droit distingue personne physique et personne morale. Donc les personnes physiques sont les êtres humains. La personnalité juridique est reconnue à tout individu né, vivant et viable. Dès sa naissance, donc la personnalité disparaît avec la mort naturelle. Une loi du 31 mai 1854 ayant aboli la mort civile, peine qui faisait disparaître la personnalité d'un condamné. Donc en gros, un condamné à l'époque, il était déchu de la dénomination d'être vivant, en fait. En gros. Bon, c'était en 1854, il y a quand même un petit moment. Les personnalités physiques se différencient juridiquement les unes des autres par certains éléments d'identification. C'est ce que vous avez tous sur votre carte d'identité. Ou sur votre registre civil. Donc, nationalité, nom, prénom, domicile, acte d'état civil. Les personnes frappées d'incapacité de jouissance ne peuvent pas être titulaires de droits. C'est une incapacité conçue comme une sanction et limitée à certains droits en particulier, exemple certains condamnés. L'incapacité d'exercice n'empêche pas une personne d'être titulaire de droits, mais l'empêche de les exercer. Elle obéit à un souci de protection de certaines personnes, par exemple les mineurs ou les majeurs qui n'ont pas toutes leurs capacités et leurs facultés et qui sont donc mis sous tutelle. Donc un mineur, il a des droits, il a aussi des obligations, il peut être condamné par un tribunal des mineurs, mais qui ne sera jamais les mêmes condamnations que s'il était majeur. Et en revanche, un mineur, par exemple, n'a pas le droit de vote. Et après, on voit très bien qu'il y a par exemple, sur la majorité sexuelle, c'est encore autre chose, en fait. D'accord ?
Donc c'est ni l'âge majeur, ni... voilà. Donc il y a plein de... Les personnes morales. Donc les personnes morales, ce sont des regroupements de personnes que le droit assimile aux personnes physiques en leur conférant des droits et obligations, en particulier en leur reconnaissant un patrimoine distinct de celui de ses membres. Personne morale de droit public, ben, la personne morale de droit public, c'est l'État, c'est les collectivités territoriales, les établissements publics, l'hôpital, etc. Les personnes morales de droit privé, elles sont créées par la volonté de certains individus. Ce sont soit des personnes morales de droit privé à but lucratif, dont l'objectif est le bénéfice, ça va être les sociétés, les groupements d'intérêt économique, voilà. Et sinon, il y a des personnes morales de droit privé à but non lucratif, autre but que la recherche de bénéfices, et ça ce sont plutôt les associations, les syndicats, les fondations. Mais vous, par exemple, vous pouvez créer une personne morale de droit privé qui serait, ce que je vous disais tout à l'heure, une SCI, par exemple. Société civile immobilière, mais qui reste quelque chose à but lucratif, en fait. Et par contre, si un jour vous voulez créer une association, l'association n'a pas le droit de dégager des bénéfices, en fait. Ou une fondation, c'est-à-dire que, alors là, actuellement, c'est un peu la course à l'échalote sur les fondations des grandes fortunes françaises. Donc il y a la fondation Louis Vuitton qui a ouvert il y a quelques années à Paris par monsieur Bernard Arnault. Là il y a la fondation Pinault maintenant qui va ouvrir dans une bourse du commerce. Alors les fondations, ils ont un statut où l'argent qui est dégagé doit être, parce que je peux vous dire qu'à Vuitton, Vuitton la fondation, hein, quand vous allez voir une expo, vous payez, hein, c'est pas gratuit. Mais par contre, les fonds qu'ils dégagent doivent être réinvestis dans la fondation, en fait. C'est ça. Donc du coup, c'est pas du but lucratif, puisque c'est réinvesti dans la fondation afin de refaire des expos, de mettre à l'honneur certains artistes, etc. Le régime des personnes morales est calqué sur celui des personnes physiques. Chaque personne morale est individualisée par une nationalité, par un nom. Si vous créez une SCI, il faudra lui donner un nom. Ou un titre pour les associations. Un domicile, c'est ce qu'on appelle le siège social. Et est titulaire de droits, mais aussi responsable pénalement et civilement des dommages qu'elle peut causer. Donc, même une personne morale, donc du coup, peut se retrouver devant un tribunal. Elle sera représentée par une personne physique, parfois. Qui est son gérant, généralement. Ouais. Allez, il y en a pour juste une diapo, quasiment, deux. Donc, ensuite, on a les choses, donc les biens. Dans le langage courant, le terme de chose est attribué aux objets ayant une existence palpable, aux objets corporels. Mais en droit, on doit entendre tout objet matériel ou immatériel. Il y a donc des choses corporelles, la maison, votre voiture, un tableau, une table de massage, et des choses incorporelles, la clientèle, la patientèle, la propriété intellectuelle. Un morceau de musique protégé par du droit d'auteur, c'est une chose, mais c'est pas palpable. Ou une marque. Si vous créez une marque un jour, ben voilà, c'est quelque chose d'immatériel, mais c'est quand même une chose, au sens du droit. En plus de cette distinction, les choses font l'objet de plusieurs classifications, notamment la principale fait la distinction entre les meubles et les immeubles. Cette distinction repose en droit romain sur un critère matériel, la possibilité de déplacer ou pas une chose. Un meuble peut être déplacé, un immeuble ne peut pas l'être. Donc en gros les meubles. Les meubles, c'est quand on peut distinguer plusieurs catégories de meubles, mais le meuble par nature est tout ce qui peut être déplacé ou peut se déplacer. Donc sont meubles par leur nature les animaux, les voitures, les meubles meublant vos appartements, les navires, les livres, les billets de banque, etc. Tout ça, c'est du meuble, en fait. Ça peut paraître bizarre de dire qu'un billet de banque est un meuble, mais voilà, au sens du droit, c'est un meuble. Pour des raisons essentiellement fiscales, il existe une catégorie de meubles par anticipation. Ce sont des immeubles, c'est-à-dire des choses qui ne bougent pas à la base, qui sont appelés à devenir meubles. L'exemple le plus parlant est donc l'exemple de la récolte sur pied. Une pomme sur un pommier, c'est un immeuble. Elle ne peut pas bouger.
Si vous la récoltez ou qu'elle tombe, c'est quelque chose que vous allez pouvoir bouger, donc c'est un meuble par anticipation. Elle est normalement immeuble par nature, mais comme vous savez très bien que vous allez la récolter, on appellera ça un meuble par anticipation. Alors, ça paraît bête, on va traiter les immeubles, mais c'est parce qu'après, ces définitions vont aussi engendrer des choses, par exemple, quand vous allez vendre un appartement. D'accord ? Je traite d'abord les immeubles. Donc, les immeubles par nature sont tout ce qui peut se déplacer, qui ne peut se déplacer ou ni être déplacé. Il s'agit d'abord du fond de terre, la surface, le sol, le sous-sol, mais également ce qui est fixé au sol, une construction ou des végétaux, un arbre. Les immeubles par destination, ce sont des meubles par nature, matériellement ou économiquement rattachés à un immeuble. Et l'immeuble par destination, c'est par exemple les animaux nécessaires à une exploitation. Alors c'est de moins en moins vrai, hein, parce qu'on n'est plus trop quand même dans ces temps-là. Mais c'est aussi le matériel d'exploitation. Par exemple un tracteur, c'est normalement un meuble, mais ça va être un immeuble par destination, parce que si vous vendez votre exploitation, qui est un immeuble, vous allez vendre le matériel qui va avec, et donc votre tracteur. Et donc du coup ça sera un immeuble par destination, parce que c'est quelque chose qui finalement va avec votre exploitation. Les autres immeubles par destination, ce sont par exemple les cheminées, les bibliothèques sur mesure, les miroirs d'appartement, etc. Alors pas le petit miroir que vous avez acheté chez Ikea, celui-là vous pouvez le prendre avec vous quand vous partez et quand vous vendez. Mais par exemple dans des constructions, si vous faites construire une cheminée avec ce qu'on appelle un miroir trumeau dessus, hein, c'est des miroirs qui sont quasiment collés au mur, qui font un ensemble avec la cheminée, là, ça, c'est un immeuble par destination. Si vous faites faire une bibliothèque sur mesure, vous vendrez votre appartement avec cette bibliothèque, puisqu'elle n'aura pas vocation à être déplacée, puisqu'elle a été faite sur mesure. Donc voilà, c'est des choses... Voilà, allez, je vous libère. Donc on continuera la prochaine fois. Alors il faut que je demande exactement quand finit votre premier semestre. On m'a dit que les partiels étaient dernière semaine de novembre, c'est ça ? Mais il faut que je regarde au niveau juridique, quand ça se termine. Ouais. Une petite question qui n'a rien à voir avec votre cours. D'accord. C'est que moi j'ai fait un questionnaire en ligne cet été par rapport à mon mémoire, Ouais. qui est sur les bilans, enfin je teste la validité du bilan d'Anne-Marie Chevalier. Et en Ouais. fait, quand j'ai demandé quels étaient les bilans que les gens utilisaient, on m'a répondu le bilan de Romain Dumas. Qui vous a répondu ça ? C'est anonyme, donc je n'ai pas de réponse à ça, mais du coup, comme j'ai rien trouvé, je me suis dit, choix A, c'est une